Bonjour. Alors on va poursuivre de nouveau avec nos petits commentaires. Voilà, donc c'est dans la sagesse politique de Frédéric Chalois, c'est moi, aux éditions Livre et Noir. Alors aujourd'hui on va parler de l'immigration. Alors la question c'est toujours pareil, c'est faut-il faire entrer des immigrés ou faut-il fermer les frontières? Moi, je pense que la question est très mal posée. La question, en fait, c'est si on fait rentrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça la véritable question. Parce que faire rentrer quelqu'un à l'intérieur de nos frontières et que, il tourne en rond, il fait rien, il végète dehors, ou après il va essayer de prendre un logement, etc. Ça sert à rien. Alors, on va essayer de parler brièvement. On va s'efforcer d'être assez bref. Alors, déjà, il faut différencier trois sortes d'immigrés. De migrants, immigrés, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, les étrangers politiques. Alors, les étrangers politiques, déjà, il faut qu'on soit très certain qu'effectivement, c'est un étranger politique et blablabla et blablabla. Et quand je vois, alors on ne va pas rentrer dans le détail aussi, il y avait, je crois que c'était un Russe qui avait fait des choses très graves, qui a été en prison. Il s'est fait connaître de nouveau avec une vidéotape, un sextape d'un personnage important du parti macroniste. Déjà, par le fait même qu'il ait commis, avant cette sextape, je parle, qu'il ait commis déjà un acte hyper répréhensible, qu'il ait fait de la prison, il n'avait plus rien à faire en France. Mais que faisait-il en France? Il fallait tout de suite le renvoyer. Dès qu'un étranger politique fait le moindre faux pas, tout de suite on le renvoie. On lui dit voilà, et vous êtes apatride, débrouillez-vous. Nous, on ne vous garde pas. Donc ça, il faut bien leur expliquer. Et le premier qui fait quelque chose, soit on le renvoie, alors déjà il paye pour son crime, et ensuite on le renvoie. Et si personne n'en veut, voilà, on verra plus tard, on en parlera. On l'envoie dans un pays étranger. Je veux dire, on va en parler après. Ensuite, vous avez les étrangers de guerre. Alors voilà, c'est un État en guerre. Alors, on va parler par exemple de l'Afghanistan, on va parler des Syriens, tout ça. Alors je dis, attendez, mais quand il y a eu la guerre d'Espagne, les Espagnols sont venus en France, c'est logique. Ils étaient à côté. Je veux dire, le Afghan, le Syrien, j'ai rien contre, attention, c'est pas du racisme. Mais je veux dire, il a le monde entier autour de lui. Il a l'Ouzbékistan, le Turkménistan, il a tous ces pays-là, il a même l'Inde. Pourquoi il ne va pas en Inde? Pourquoi il vient en France? Je veux dire, c'est la logique. Si effectivement vous êtes victime, il y a la guerre, vous voulez fuir votre pays, vous allez au plus près. Mais c'est logique. Vous n'allez pas faire 10 000 km ou 15 000 km dans un pays où vous connaissez ni la culture, ni le langage, rien du tout. C'est logique, ou dans ces cas-là, qu'il aille aux Émirats arabes, ou qu'ils aillent... Mais je veux dire, en quoi un Syrien, un Afghan, je ne vois pas pourquoi il viendrait en France. Sa place, elle est soit aux Émirats arabes, soit au Bahreïn, soit tous ces pays-là. C'est plus logique. C'est beaucoup plus logique. Ou l'Inde, ou des pays qui sont limitrophes, tout simplement. Donc, ils n'ont absolument rien à faire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les étrangers économiques. Alors, les étrangers économiques, c'est pareil. Ils n'ont pas à venir en France. Ils n'ont absolument pas besoin de venir en France. Je veux dire. L'autre fois, je voyais à la télé, c'était une Malienne, je crois, ses parents voulaient la forcer à se marier. Donc elle s'est sauvée. Bon, elle se sauve, je ne vais pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon. Donc elle disait, elle est en France, c'est très dur. Je dis, mais attendez, elle aurait été au Bénin, elle aurait été au Burkina Faso, son papa n'aurait pas été la rechercher. Et puis, je veux dire, si effectivement elle s'est sauvée de son pays parce qu'on voulait la marier de force, on ne va pas passer à la télé et dire, papa, je suis là, je suis en France. Donc je veux dire, si, il faut être logique. Il faut être logique. Je veux dire, pourquoi venir en France dans ces cas-là? Après, elle disait que c'était dur, tout ça, elle était déçue par l'accueil, etc. Mais je veux dire, mais pourquoi elle est venue en France? Il fallait rester, je ne sais pas, aller au Burkina Faso. Il y avait toute l'Afrique.
qui lui ouvrait la porte. Parce qu'en plus, ah oui, parce que moi j'étais en Afrique, quand on fait partie d'un pays d'Afrique, on peut aller dans tous les pays d'Afrique sans visa, sans rien. C'est une longue histoire, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors moi je dis, je suis désolé, mais... Alors bon, les étrangers politiques, donc ça, on sait pourquoi, etc., on les connaît, donc on va pas rentrer là-dedans, puis on en a déjà parlé. Les étrangers, je veux dire, économiques et les étrangers de guerre, ils sont rentrés en France, ils sont rentrés déjà illégalement, donc c'est un crime. On ne rentre pas illégalement dans un pays, vous savez, il y a des pays qui sont très 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 durs à ce niveau-là. Au Japon, ça rigole pas. Hein. Alors, et en plus, ils ont payé un passeur. Donc, à ce qu'on appelle association de malfaiteurs. Donc, c'est du double criminel. Donc, ben, ils doivent payer. Je suis désolé. Donc, ils doivent payer comment? Eh bien, par la prison. Alors, maintenant, la prison, ça coûte quoi? Ben, ça coûte 150 € par jour. À l'État français, ça coûte énorme. Alors, on va faire comme la Suède. Qu'est-ce qu'elle fait, la Suède, maintenant? Elle envoie toute cette population en Afrique et on dit on va regarder vos papiers, tout ça, mais en attendant, vous restez là-bas. Alors moi, par exemple, j'ai été au Madagascar, le coût d'une personne en prison, ça coûte 5 €. 5 € par jour, au lieu de 150 € par jour. Alors ils sont nourris au manioc, à l'igname, le taro, c'est très bon en plus, hein, puisque j'en ai beaucoup mangé. Donc voilà, je veux dire, je suis désolé. Et ça va, je pense que ça va vraiment freiner l'immigration. Sinon, c'est incontrôlable. C'est complètement incontrôlable. Donc, dès que une personne rentre illégalement dans notre pays, tout de suite, on la prend et on l'envoie justement à Madagascar ou comme la Suède, je ne sais plus quel pays d'Afrique. Et puis là, on dit, voilà, on va vérifier vos papiers, tout ça, vous restez là. Et vous serez condamné aussi pour 2 crimes. Entrée illégalement et association de malfaiteurs. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Ensuite, ce qui m'agace aussi, c'est ça, c'est qu'on voit, il y a beaucoup d'étrangers en France qui sont là et qui se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup de la France. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a l'AME, aide médicale des étrangers, ça coûte 2 milliards, même plus de 2 milliards. Je voudrais bien en entendre certains pour me dire, merci la France pour l'AME. Certains, on leur donne des logements. J'aimerais bien entendre des personnes me dire, merci pour les logements. Merci. Comme je dis, dans le judaïsme, une personne doit être reconnaissante aux personnes qui nous ont fait du bien, aux animaux et aux choses qui nous ont fait du bien. Donc, je veux dire, un peu de reconnaissance aussi, dire merci, je bénis la France pour l'AME, pour l'aide médicale, alors qu'il y a des Français qui ne peuvent même pas soigner. Je remercie la France pour le peu d'argent qu'on me donne, parce que dans mon pays, j'aurais pas grand-chose, j'aurais même rien. Je remercie la France, merci la France, béni soit la France. Or, c'est souvent des plaintes, et des plaintes, ça aussi, c'est inadmissible. Alors maintenant, comme je dis, qu'est-ce qu'ils disent les sages? Celui qui ne sait que prendre et rien donner ressemble à un arbre stérile. Alors évidemment, déjà, première chose, alors c'est plus au niveau des étrangers économiques, on va imposer ce qu'on appelle avec l'Europe le commerce équitable. Donc déjà, tous ceux qui travailleront avec l'Europe, les employés recevront un salaire décent et on vérifiera. Donc le salaire équitable. Alors maintenant, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, malheureusement, on a des hommes politiques qui sont bêtes. Alors, des pays, ils sont là, ils nous disent, voilà, donnez-nous de l'argent. Nous, on envoie des milliards. Et avec les milliards, qu'est-ce qu'ils font? Ces milliards, ils vont dans la poche d'un dictateur. Une grosse partie va dans sa poche, dans ses comptes en banque. Une autre partie va pour l'armée et pour tuer la population. Il faut savoir aussi qu'il y a des pays qui sont pauvres, mais qui sont très, très, très riches en ressources naturelles. Très, 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 très riches. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1900, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, les GI, ils allaient au Japon, préféraient aller au Japon qu'aux Philippines. Pourquoi? Passer leurs vacances. Pourquoi? Parce que le Japon était beaucoup moins cher que les Philippines. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Alors on va dire quoi? Les Japonais sont 1000 fois plus intelligents que les Philippins? Non, pas du tout. C'est une sorte d'organisation. Si on s'organise bien, on devient riche. Si on s'organise très mal, on restera toujours pauvre.
Donc, c'est pas la faute des gens, je veux dire, c'est l'organisation. L'organisation. Aujourd'hui, les Philippines, c'est un pays pauvre, bien sûr. C'est beaucoup de pauvreté, pardon. Pauvresse, oula. Alors, on continue. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va dire, voilà, dorénavant, au lieu d'envoyer bêtement de l'argent à un dictateur, ce qu'on va faire, on va des organisations, des associations qui vont partir dans le pays étranger et qui vont juste construire des puits. Voilà. Pas de politique, rien. On creuse des puits et on s'en va. Point. On creuse des puits, des puits, des puits. On va l'électricité. Prenez l'Afrique. Il y a du soleil. Donc on va créer de l'électricité à partir de panneaux solaires. On va aussi créer ce qu'on appelle des micro-entreprises. Donc on va donner de l'argent aux associations qui achètent. Ils vont acheter sur place une chèvre, un mouton, je ne sais pas, ils vont la donner. Ils vont dire, voilà, on vous donne une chèvre ou deux chèvres, un couple, et après vous serez une micro-entreprise. Une personne ou deux personnes. On pourrait faire aussi des entreprises associatives. Donc là, je veux dire, salaire décent, bien sûr, pour les employés, et tout le bénéfice est on paye le salaire, et puis redistribué dans l'investissement, etc., etc. Et nous, on ne fait aucun profit. Donc, bien sûr, sans porter préjudice aux entreprises locales. Ben, ça, c'est possible. Maintenant, la personne, c'est ça que je veux dire. La personne, elle est là. Elle est dans son village. Il n'y a pas d'eau, il faut aller dans le puits, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'électricité. Le travail, alors, il n'y a pas de travail. Et quand il y a un travail, on est payé juste même pas assez pour survivre. Le type, il dit, mais je m'en vais en France, là-bas, et blablabla. Bla. Maintenant, si le type, chez lui, il a l'eau. Il a l'eau naturelle, il a l'électricité, il a une petite entreprise, on lui a donné une chaire, alors il va dire, je reste chez moi. Vous comprenez? C'est ça le problème, que ça fait des décennies qu'on nourrit des tortionnaires, qu'on nourrit des dictateurs. C'est dramatique. Il y en avait un aussi, là. Il a acheté un super gros hélicoptère, il a cassé son jouet, ben voilà, maintenant, c'est au peuple à payer. C'est pas normal. Et là, je veux dire, et en plus, je veux dire, son jouet, son grand hélicoptère, c'est qui l'a fabriqué? Ben, c'est les pays riches. Donc, aussi, ils n'auraient jamais dû accepter. Donc, ils cautionnent, quelque part, ils cautionnent. Là, je suis d'accord, ils cautionnent. Ouais, ils cautionnent. Donc, voilà. Donc, en gros, je veux dire, l'aide aux pays pauvres, c'est quoi? C'est ça, mais c'est sérieux. C'est on prend de l'argent aux pays pauvres pour donner... Non, on prend de l'argent aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, maintenant, parlons du judaïsme. Qu'est-ce que dit le judaïsme? Tu ne chasseras pas l'étranger parce que toi-même, tu as été étranger dans ton propre pays. Ça, on l'a entendu, je ne sais pas combien de fois. Ce qui est vrai. Mais attention, on parle du converti. On parle du converti. De celui qui veut se convertir à la religion juive, qui est converti. Et on n'a pas le droit de lui rappeler son passé, c'est tout. On ne parle pas du tout, c'est ça l'étranger. Alors maintenant, il y a une première école. Deuxième école, c'est les 7 lois noachides. Alors ça vient de Noé. Donc il y a toutes des lois, il y a 7 lois, tout ça, voilà. Que l'étranger devait... On était assujetti, voilà, à ces 7 lois. Mais là encore, je veux dire, sans rentrer dans les détails, je veux dire, c'est comme rien de nouveau sous le soleil. C'est ça le monde. Je veux dire, quelqu'un d'un pays du bout du monde, alors sur un Européen, il rentre, il sort en France. Mais quelqu'un du bout du monde, il va à l'ambassade française, on fait une enquête, on voit, et blablabla, blabla, effectivement, et là, et après ils sont ok, il peut rentrer. Mais on fait pas... Tu ne chasseras pas l'étranger parce que toi-même tu as été étranger dans ton propre pays, c'est pas n'importe qui rentre et puis salut, bonjour. Non, pas du tout. La loi juive, bien sûr, il y avait des lois très strictes, il fallait qu'il obéisse, etc. C'est très très long, hein. Donc c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout ce qu'on croit. Je veux dire, c'est pareil. En fait, les lois sont similaires, les lois juives et les lois actuelles, elles sont similaires. Voilà, on faisait une enquête, etc., mais pas du tout, je rentre, et puis voilà. Alors, dire quoi? À propos, justement, alors on va aller très vite aussi, là, parce que parfois, on fait rentrer beaucoup d'étrangers, on voit des Français à la rue. Alors, les gens s'interrogent. Alors, que dit le judaïsme? Très intéressant. Il dit, voilà,
Alors c'est Ilimouk, c'est écrit dans la Torah, la Bible. Ton frère vivra avec toi. Donc les Shas traduit, toi d'abord, ton frère après. Ça c'est Ilimouk qui est un très grand sage. Donc ça veut dire, bien sûr, d'accord, il faut aider le pauvre et tout, mais on doit aussi s'occuper de soi. Soi passe en premier. Je veux dire, je dois donner ma chemise au pauvre, mais je dois aussi avoir une chemise pour moi. Avoir 2-3 chemises pour moi, et après, je peux, effectivement, c'est ça. Ton frère vivra à toi, toi d'abord, ton frère après. C'est écrit, l'univers a été créé pour moi, l'univers, les étoiles, tout a été créé pour moi. Et en même temps, c'est écrit, je ne suis que cendre et poussière. On dit, il faudrait savoir. Alors, je ne suis que cendre et poussière, on doit être modeste, humble, etc., ça on peut comprendre. Mais l'univers a été créé pour moi. Ça veut dire que chacun doit se dire, l'univers a été créé pour moi dans le sens que moi aussi j'existe. Moi aussi j'existe. Désolé, j'existe moi aussi. Donc moi aussi je dois penser à moi. Alors, c'est écrit aussi que si on veut donner de l'argent à un pauvre, alors on doit donner d'abord dans sa propre famille, dans son village, dans sa ville, dans son département, dans sa région, dans tout l'État français, après à l'étranger, bien sûr. Donc, en vertu de toutes ces lois, bien sûr, la France, je suis désolé, elle doit d'abord penser à ses propres enfants et ensuite, effectivement, aider les uns et les autres. Donc, c'est inadmissible quand je vois tant de Français à la rue qui ont froid, qui y en a qui meurent dans la rue. La France doit penser à ses propres enfants avant de penser aux uns et aux autres. Mais c'est logique. Et tous les États font pareil. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est du bon sens. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est du bon sens, tout simplement du bon sens. Oh, c'est pas du tout le cas en France, je suis désolé. Là, il y a un très grave problème à ce niveau-là. Un très très grave problème. Sans compter le choc des cultures. Il y a des cultures, c'est pas des racistes non plus, hein, des cultures qui nous sont complètement étrangères. Qui nous sont cette approche finalement de la femme, déjà. Il y a des cultures qui sont très anti-homosexuelles, il y a des cultures qui sont anti d'autres religions. Donc c'est un gros problème. Donc on doit faire très très attention, sans compter qu'il y a des personnes qui rentrent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas, on n'a rien sur eux. Quelqu'un, on a fait une enquête, voilà, on a son cas judiciaire, on a tout ça, on sait, voilà, qu'il n'est pas dangereux, mais peut-être quelqu'un s'est sauvé de prison, quelqu'un a commis des crimes, il s'est sauvé, il vient en France, et après, il va recommettre ses crimes. Donc c'est très, très, très dangereux de prendre n'importe qui. Très dangereux, très dangereux. Alors maintenant, c'est vrai qu'on entend à la télé, oui, mais on est une Europe vieillissante, etc., on a besoin d'immigration, et nanana. Alors, je dis, moi, ces gens-là, ils ont à la fois tort et à la fois raison. Alors, ils ont raison. Ils ont raison dans le sens qu'effectivement, c'est peut-être une Europe vieillissante, etc., quoique, bon. Mais ils ont tort. Dans le sens qu'on doit prendre toujours les mêmes. Je veux dire, les mêmes populations migrantes. Donc, moi, je dis, nous devons diversifier la provenance des migrants. Et je prendrai exemple. Moi, je fermerai la porte, je dirais, à certains migrants qui viennent tout le temps ici. Et j'ouvrirai la porte à d'autres migrants, par exemple le Venezuela. Le Venezuela, alors déjà, c'est une culture chrétienne. Alors, c'est pas de racisme encore. Je veux dire, c'est logique. C'est logique qu'un chrétien étranger va se fondre mieux dans la masse en France qu'un non-chrétien. Je pense que c'est logique. Je veux dire, c'est logique, c'est les mêmes valeurs, entre guillemets. La même culture, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Donc, faire que Venezuela, c'est la famine. C'est la famine. Et on n'en parle pas. On n'en parle jamais dans les médias. C'est la famine. Ça a été très, très, très mal géré. Monsieur. Bon, il y a eu l'histoire du pétrole, c'est un grand débat aussi. C'est la famine aujourd'hui. Donc, toute la population du Venezuela se sauve, ça va pas. Donc là, on peut dire, voilà. L'ambassade française au Venezuela dit, voilà, on a besoin de personnes, mais on va faire une enquête, on va tout faire. Et effectivement, les personnes peuvent rentrer en France, si on a eu une enquête, tout ça. Donc, légalement. Donc, il faut cesser, je veux dire, de toujours prendre les migrants des mêmes pays.
Je ne pense pas que ce soit. Il faut diversifier complètement et prendre beaucoup plus de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Brésil, bien sûr. Donc, je pense que ce serait une meilleure intégration. Voilà. Eh bien, merci mes amis. Voilà, j'espère ne pas avoir été long. Bonne journée. Au revoir.